si on démarre la première table ronde, le premier échange avec Marie et Michel, on va se poser la question, si vous voulez nous rejoindre peut-être. Michel Duru est chargé de mission à l'INRAE sur les sujets agriculture, environnement, santé. Et Marie Valser, chargée de mission à la chaire UNESCO sur l'alimentation du monde, et qui travaille sur l'accès à l'alimentation. Alors, cette question de produire en quantité suffisante une alimentation bonne pour ma santé, bonne pour ma planète, rémunératrice pour les producteurs et financièrement accessible, est-ce que c'est vraiment possible ? Cette question, elle est issue des échanges qui ont eu lieu avec un certain nombre d'acteurs et de citoyens sur le territoire lozérien. Il y a 1 an, il y a eu un cycle de projections-débats qui ont donné lieu à des échanges très riches. Et dans ces échanges, cette question-là a été posée. Alors, c'est compliqué d'y répondre tout d'un coup, mais si je vous demande peut-être votre avis sur 2 sous-questions, ça nous permettra de voir un petit peu quels sont vos avis à vous. Est-ce que, selon vous, manger local, ça coûte plus cher ? Qui dit oui ? Ok, vous n'êtes pas nombreux. Et qui pense qu'aujourd'hui, il est possible de manger 100% lozérien et équilibré ? Pas nombreux non plus. Ok, merci beaucoup. Alors, pour nous aider à réfléchir à cette question qui est complexe, et peut-être pour nous aider à démêler le vrai du faux, donc Michel et Marie ont accepté de venir dialoguer tous les deux. Donc ils ont préparé un certain nombre de choses et surtout aussi ils sont disponibles pour répondre à vos questions, vos remarques. On pourra avoir un vrai temps d'échange. Alors, peut-être pour commencer, Michel, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est un régime alimentaire sain et durable ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis agronome, mais depuis 10 ans, je m'intéresse aussi aux questions d'alimentation, d'environnement bien sûr, et de santé humaine. Donc une alimentation saine et durable, qu'est-ce que c'est ? Commençons pour le sain. Une alimentation saine, c'est ce qui réduit le risque de maladie. Je rappelle qu'en France, 15% d'entre nous sommes atteints de maladies chroniques dites non transmissibles, comme les diabètes, les cancers. Et on sait maintenant qu'une partie de ces maladies, c'est la malbouffe. Ça ne veut pas dire l'agriculture, c'est la malbouffe. Donc une alimentation saine, c'est quelque chose qui réduit le risque de ces maladies. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une alimentation qui est basée sur des produits de qualité, mais surtout sur un équilibre entre les différents produits qu'on consomme. Pour être en bonne santé, actuellement, on sait qu'il faut se nourrir nous, mais surtout qu'il faut nourrir les micro-organismes qui nous habitent, ce qu'on appelle le microbiote dans l'intestin. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que nos bactéries qui peuvent jouer le rôle d'usine à médicaments, elles n'ont pas les mêmes besoins que nous. Je peux être à l'hôpital et très bien être nourri avec une seringue, mais ça ne nourrit pas mon microbiote. Concrètement, il y a 3 choses qui sont fondamentales pour la santé. C'est avoir suffisamment de fibres. Alors les fibres, c'est ce qu'on trouve dans les fruits et légumes, c'est ce qu'on trouve dans les céréales complètes et dans les légumineuses, les lentilles. Ce que dit l'ANSES, l'agence de l'État, c'est que 90% d'entre nous n'avons pas les 30 grammes par jour. Ces fibres sont pourtant le carburant des microbiotes. Les bactéries n'ont pas à manger, elles ne peuvent pas sécréter les bonnes molécules qui nous protègent contre les maladies. Deuxième chose, il faut ce qu'on appelle des bons acides gras. Vous savez, le gras, on dit, en général, c'est mauvais. Mais en fait, il y a des acides gras particuliers qu'on appelle les oméga 3 qui sont importants pour notre santé et pour notre microbiote. Même problème, l'ANSES dit il faut en consommer 2 grammes par jour, on n'en consomme que 1. Donc c'est comme si vous aviez une voiture, il n'y a pas de carburant, ou comme si vous ne changiez pas l'huile de votre moteur durant 100 000 km. La troisième chose importante, c'est qu'il faut des antioxydants. Vous connaissez tous le slogan « 5 fruits et légumes par jour ». Mais ce que disent les spécialistes de la santé et du microbiote, c'est qu'il faudrait consommer 25 fruits et légumes différents par semaine, en faisant varier les couleurs,
une pomme jaune, une pomme verte, parce qu'à chaque couleur est associé un antioxydant spécifique. Donc voilà ce qu'il faut. Et même si dans la salle vous dites on mange bien, les statistiques nationales disent que 90% d'entre nous ne sommes pas au taquet. Les deux choses qu'il faut réduire, c'est les aliments ultra transformés, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien à voir avec ce qu'on produit dans les fermes. Ils ont subi des stress physiques ou chimiques et on a ajouté des additifs pour que ça se conserve, pour que ça soit bon au goût. Et ça, c'est pas bon pour nous, notre microbiote. Et enfin, la dernière chose, dans les plus importantes, il y en a beaucoup d'autres, c'est qu'il faut réduire notre exposition aux pesticides. Maintenant, c'est avéré que ceux d'entre nous qui consommons plus de produits bio, on a moins de pesticides et moins de risques pour les maladies. Et donc, c'est bien l'ensemble. Il faut renforcer les facteurs positifs, fibres, antioxydants, oméga 3, et réduire ce qui n'est pas bon, les antioxydants ou un excès de pesticides. Donc, ce n'est pas le 0,1, il faut réduire. Voilà. Ça, c'était l'alimentation bonne pour la santé, saine. Après, il y a bonne pour l'environnement. Bonne pour l'environnement, eh bien, la première chose qui compte, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour le transport, on doit avoir 0 émission de gaz à effet de serre en France, en Europe en 2050. Pour l'alimentation, c'est particulier. Il y a une tolérance, il faut diviser simplement par 2. Donc il faut passer de 1600 kg de CO2 par an, ce qu'on émet en moyenne un Français par l'alimentation, il faut descendre à 800. Est-ce qu'il faut arrêter de manger? Non. Moi, mon spécialité, c'est l'élevage. J'ai fait ma carrière sur l'élevage. Maintenant, ce que je dis, c'est à titre de scientifique. Ce n'est pas une opinion, ce que je vais dire. On n'a pas d'autre choix que de réduire la consommation de produits animaux. Il faut en consommer moins et mieux, je pourrais revenir. Donc c'est moins d'élevage et mieux d'élevage. Et c'est le premier levier pour réduire les gaz à effet de serre. Après, il y a le local, on fait moins de kilomètres. Et donc, en conclusion, ce qu'il faut pour une alimentation bonne pour la santé et la planète, c'est une alimentation qu'on appelle 3V, que dirait mon collègue Anthony Fardet, beaucoup plus variée, plus végétalisée, plus de végétal, de protéines végétales, et plus variée en termes de fruits et légumes, si possible bio, pour certains produits tout du moins, et de saison. Merci beaucoup Michel. Marie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Michel, avec quoi je souscris totalement, c'est qu'effectivement la problématique qui se pose aujourd'hui sur l'ensemble de notre système alimentaire, c'est qu'il est vecteur d'un certain nombre d'effets négatifs à plusieurs niveaux, en termes de santé, effectivement, en termes environnementaux, c'est un certain nombre de pollutions, un certain nombre d'épuisements de nos ressources naturelles. Il y a des problématiques en termes socio-économiques également. Et tout ça, c'est certainement dû au fait que notre alimentation, avec le développement d'un système qui est celui qu'on connaît majoritairement en France aujourd'hui, qui est un système industrialisé, a eu tendance à considérer l'alimentation comme une marchandise, un peu comme les autres, au détriment de la considération de l'ensemble des dimensions, qu'en fait revêt une alimentation qui doit contribuer à notre bonne santé, à la bonne santé de nos écosystèmes, à la bonne santé économique de l'ensemble des acteurs de la filière. Et ça me fait penser, j'ai vu le panneau en entrant là-bas, le panneau One Health, c'est cette idée de relier en fait l'ensemble des niveaux de santé des enjeux de notre société. Je pense que c'est aussi ça, considérer un régime alimentaire sain et durable. Oui, c'est ça un produit de qualité pour vous, qui réunit tout ça. Okay. Et alors Marie, qui sont les consommateurs et comment leurs choix de consommation sont-ils orientés? Alors, qui sont les consommateurs ? C'est une question un petit peu complexe parce qu'on pourrait se rendre compte qu'en tant qu'individus, nous-mêmes, nous sommes des consommateurs pluriels. L'alimentation, elle répond à beaucoup de dimensions de notre existence. On va manger pour faire attention à notre santé, mais par moments, quand on se retrouve en famille ou entre amis, on va mettre la dimension sociale à l'honneur et ça ne va pas être le même type de plat qu'on va consommer. Parfois, l'alimentation a joué un rôle émotionnel et donc on va avoir tendance à se pencher vers d'autres types de nourriture. Bref, nous-mêmes, nous sommes parfois plusieurs consommateurs en un seul. Donc, je vous laisse imaginer la diversité de consommateurs que nous représentons à nous tous. C'est finalement assez difficile d'établir des grandes typologies de consommateurs, même s'il y a des tendances de consommation dont on peut discuter juste ensuite. Je vous ai remis ici trois figures ou chiffres qui vont me permettre d'expliciter un petit peu mon propos. Il y en a une qui représente l'évolution de la consommation de certaines catégories de produits alimentaires, et je crois d'ailleurs qu'elle fait partie de votre diagnostic du territoire du département. Entre les années 60 et 2014, un chiffre sur l'évolution de la consommation en produits bio et un chiffre sur les circuits de distribution qui sont préférentiellement utilisés par les consommateurs. Donc c'est des chiffres à l'échelle nationale.
Peut-être juste avant ça, avant de revenir sur ces différents éléments, rappeler que nos critères de choix, nos facteurs de choix alimentaires, ils sont pluriels, tout simplement parce que, comme je le disais, l'alimentation, elle répond à des tas d'enjeux dans notre vie quotidienne, bien au-delà du simple fait de se remplir le ventre. Et puis, nos choix alimentaires, elles sont aussi soumises à un certain nombre de contraintes, et ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas tous complètement libres de nos choix. Il y a des contraintes en termes de temps, des contraintes en termes de budget. Et le prix, aujourd'hui, à l'échelle nationale, c'est le premier critère de choix de l'alimentation en moyenne. Il y a aussi toute une série de contraintes qui sont relatives à l'environnement alimentaire. Donc, c'est ce qu'on peut trouver autour de chez soi en termes d'offres. Il y a des endroits qu'on appelle soit des déserts alimentaires dans lesquels il y a une offre qui est quasiment inexistante. Et on sait que c'est le cas dans certains territoires ruraux dans lesquels, à plusieurs kilomètres à la ronde, il n'y a pas de commerce alimentaire. Et il y a d'autres endroits dans lesquels, et ça concerne plutôt les villes pour le coup, des quartiers qui sont plutôt défavorisés en termes d'offres alimentaires, qu'on appelle des bourbiers alimentaires, dans lesquels on retrouve une offre alimentaire, certes, mais plutôt de mauvaise qualité, beaucoup de fast-food, et donc quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'atteinte d'un régime sain et durable. Il y a des limites en termes de compétences, etc. Donc elles sont tout à fait nombreuses, et donc on est contraint dans nos choix alimentaires. Pour revenir sur ces différentes figures, ce qu'on peut constater, c'est que grosso modo, sur les dernières décennies, le pattern de consommation, il n'a pas globalement changé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une catégorie de consommation qui s'est complètement inversée avec une autre. Ça reste globalement la même chose, mais on peut quand même remarquer une diminution de la consommation de produits comme la viande. Et tout ça, ça va être prétexte pour moi à vous détailler des grands facteurs sociétaux qui viennent expliquer le changement de nos comportements alimentaires. L'augmentation de certaines autres catégories de produits, comme les plats préparés, comme les produits sucrés. Pardon, est-ce qu'il y a une question ? Ah oui, d'accord, c'est moi. Ah oui, effectivement. Bon, alors, il faut savoir, croyez-moi sur parole, du coup, ça diminue encore après la jaune pour viande, ça augmente après la jaune pour plats préparés, ça augmente aussi pour produits sucrés et pour boissons non alcoolisées. Et dans les boissons non alcoolisées, en fait, on retrouve aussi beaucoup les boissons sucrées, quoi. En ce qui concerne la consommation de produits biologiques à l'échelle nationale, donc elle a augmenté depuis les années 2010, avec un frein dont vous avez certainement connaissance aussi dans les années post-Covid, notamment en lien avec les questions d'inflation qui rendent les produits bio inaccessibles à un certain nombre de foyers. Et ce dernier chiffre sur la consommation, les pratiques d'approvisionnement, les grandes surfaces restent le principal endroit d'approvisionnement alimentaire. Et je sais que c'est aussi le cas ici en Lozère, avec 64,5% des produits qui sont approvisionnés là-bas. Donc tout ça, je finis rapidement. Tout ça pour vous donner quelques éléments un peu contextuels sur comment est-ce que les Français consomment, qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils consomment et quel type de produits ils consomment. Pour moi, c'est prétexte à vous détailler 6 grandes évolutions sociétales qui viennent aujourd'hui reconfigurer nos pratiques alimentaires. Je les tire d'un travail très intéressant qui a été mené par le CEP, qui est un organe du ministère de l'Agriculture piloté par M. Bruno Hérault et qui produit des analyses, des prospectives en matière d'alimentation. Donc CEP pour Centre d'études et de prospectives, du coup, et qui nous décrit 6 grandes tendances sociétales. La première, c'est l'individualisation. Donc, ce sont des tendances qui traversent toute la société et qui viennent reconfigurer un grand nombre de nos comportements dans tous les aspects de nos vies, mais en particulier les questions d'alimentation. Et cette individualisation, elle va se manifester dans toutes les pratiques alimentaires qu'on va avoir personnelles. Donc, c'est toutes les fois où on se retrouve à table et on ne mange plus la même chose que nos voisins parce qu'on est dans une tendance où on revendique une identité alimentaire qui nous est propre. Et on se détache un petit peu des grands patterns de consommation dans lesquels, jusqu'à il y a encore pas longtemps, on était inscrits. C'est une industrie qui va de plus en plus personnaliser l'alimentation pour correspondre aux besoins de chacun. Il y a même des structures qui proposent des produits qui sont vraiment designés avec le nombre de nutriments qui correspondent vraiment à vos besoins spécifiques. Donc évidemment, c'est des marchés très niches et on se demande si ça a vraiment un effet en termes de santé. Mais enfin, voilà, c'est quand même une opportunité de business. Il y a une deuxième tendance sur la segmentation sociale. Donc ça reflète l'émergence, là où à une époque, des structures sociales comme la famille, l'école, l'église venaient
venait un petit peu cadrer la règle en société, nous apporter des règles communes. Aujourd'hui, tout ça, ça n'a plus le poids que ça avait à une époque dans nos vies sociales. En revanche, il y a des nouvelles communautés de valeurs qui ont émergé. Donc, en matière d'alimentation, ça va se retrouver autour des personnes qui défendent certaines valeurs autour du terroir, autour du bio, autour du bien-être animal. Et c'est en termes d'alimentation autour de ça qu'on va retrouver des nouvelles communautés qui viennent se construire. Une troisième tendance, c'est l'accélération des temps sociaux. Aujourd'hui, on a de moins en moins le temps et ça se retrouve aussi notamment sur le temps qu'on passe en cuisine. Et ça explique notamment le chiffre sur les plats préparés qui augmente. On a moins de temps de cuisiner, on cherche la praticité. C'est aussi pour ça que l'industrie, elle se pose en pourvoyeuse d'une offre qui permet aux gens en matière d'alimentation de gagner du temps. Quatrième tendance, il n'en restera que 2, je me dépêche, sur la féminisation de la société. Alors ça, le CEP nous indique que ça correspond à 2 choses. C'est la montée des valeurs dites féminines dans la société qui tournent notamment autour des questions de santé, attention à l'environnement et à la nature. Et que l'autre élément, ça revient à cette question de perturbation, accélération des temps sociaux, où les femmes, et c'est très heureux, ont plus de place dans l'espace public et du coup passent moins de temps au foyer à faire à manger. La 5e tendance, c'est cette sensibilité aux questions de santé et de bien-être. Et bon, ça, Michel, on a dit un mot, donc je ne vais peut-être pas insister là-dessus. Et le dernier, c'est une forme de nouveau rapport au vivant et à la nature qui se met en place, qui traverse nos sociétés, qui se retrouve en particulier sur les questions d'alimentation. Et ça va se traduire jusqu'à il y a peu, et les questions d'inflation, parce que le prix reste le principal marqueur, le principal facteur de choix de nos aliments. Une tendance à l'augmentation de l'achat bio, et aussi ça vient expliquer la diminution de la consommation de produits animaux, parce qu'il y a toute une réflexion autour de l'éthique, du bien-être animal, et puis aussi de l'effet de l'élevage sur la santé, qui vient questionner les pratiques et potentiellement amener à une diminution de la consommation de viande. Merci Marie. Michel, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit à la fois par moi-même et par Marie, je rappelle que l'état des lieux en France et en Europe, nous ne sommes pas isolés, c'est que le résultat, c'est qu'actuellement, il y a des études chiffrées qui montrent que quand on dépense 1 euro pour se nourrir, il faut pratiquement dépenser 1 euro pour réparer notre santé, la malbouffe, et réparer la nature. Réparer la nature, c'est quand il faut traiter l'eau pour enlever les nitrates, les pesticides. C'est quand il faut compenser les effets de notre système alimentaire sur le climat, sur l'érosion de la biodiversité. Donc vous imaginez en France, l'alimentation, c'est autour de 240 milliards ou 210. Ça veut dire pour réparer, c'est presque autant. Et que si on ne le fait pas nous, c'est nos enfants et les petits-enfants qui le feront. Donc tout l'enjeu, c'est un petit peu de faire de la prévention, si je puis dire, à la fois pour notre santé, pour récupérer de l'argent, et à la fois sur l'agriculture et la transformation pour récupérer de l'argent, pour que ça soit moins impactant sur l'environnement et sur notre santé. Ces chiffres, ils ont été confirmés encore dernièrement par la FAO. Et encore en Europe, nous ne sommes pas si mal. Aux États-Unis, c'est $2 pour $1. C'est des coûts cachés. Donc normalement, l'alimentation devrait être plus chère, les agriculteurs mieux rémunérés, et ça devrait être plus cher pour le porte-monnaie. Le prix ne représente ni le coût, ni la valeur. Ça n'intègre pas ces externalités cachées. Du coup, Michel, pendant qu'on y est-ce que les labels peuvent nous aider à choisir une alimentation qui est bonne pour la santé et bonne pour l'environnement ? Alors, la bonne alimentation saine et durable, je rappelle déjà, c'est l'équilibre. Les équilibres entre les différents aliments. Donc, on a dit déjà moins et mieux de produits animaux. Il y a des choses fondamentales qu'il faut changer aussi. Il faut 2 fois plus de légumes, en moyenne, de fruits et légumes. Les légumineuses, qui apportent des protéines animales, mais qui aussi apportent des antioxydants, des fibres, dont j'ai insisté sur l'importance pour notre santé, c'est dépasser de 1,5 kg à 10 kg par an. Ce sont les recommandations. Les noix, par exemple, ou les fruits à coque, il faudrait décupler leur production, leur consommation. Donc, il y a de l'avenir pour l'agriculture. Donc, une fois qu'on a bien choisi son menu, il faut bien choisir ses produits. Et pour choisir ses produits, il y a les fameux scores. Vous connaissez tous le Nutri-Score. Il a quelques avantages, il a aussi beaucoup de défauts. Notamment, il ne tient pas compte actuellement du degré d'ultra-transformation. Bientôt, le gouvernement va mettre en place l'éco-score. L'éco-score, selon un score environnemental, selon la manière dont on le calcule, par exemple, ça va favoriser les élevages intensifs
ou extensifs. Or, c'est les élevages herbagés extensifs qu'il faut favoriser. Donc ça existe. Et bien sûr, il y a les labels. Et les labels, il y a les labels d'État ou européens, du type le label bio. Il y a les signes officiels comme le label rouge. Il y a le label HVE, haute valeur environnementale. Bon, il y a toujours des points positifs sur ces labels. C'est jamais complet, mais ça va dans le bon sens. Après, il y a des marques privées. Ben, vous avez des marques ici, des labels territoire. Donc, leur premier point important, c'est que c'est lié au territoire, ça crée de la valeur dans les territoires, et c'est des produits bruts ou peu pas transformés. Donc, quand on les consomme, ça évite de consommer des produits malsains. Il y a d'autres labels privés, notamment pour les produits animaux, par exemple le label Bleu Blanc Cœur. Ça consiste en quoi? À rajouter du lin à l'alimentation des poules, des vaches et des cochons, ce qui double ou quintuple la teneur en oméga 3, dont j'ai insisté sur l'importance tout à l'heure. Et puis, je dis, il y a des produits qui n'ont pas de label et qui mériteraient d'en avoir. J'étais hier avec... il y a beaucoup de produits d'élevage qui font de l'élevage à l'herbe, du lait à l'herbe par exemple, et qui n'ont pas de label. Le lait à l'herbe, s'il n'est pas bio, il est mélangé au lait conventionnel. Et ça, c'est pas normal, puisque un lait produit à l'herbe, il a une valeur santé qui est bien supérieure à un lait produit au maïs, au soja. Excusez-moi, je vois que vous réagissez et on a un vrai temps de débat après, n'hésitez pas. Simplement, ce serait intéressant. Tous les points de vue peuvent être entendus, c'est ça qui est intéressant. En tant que chercheur, il y a les publications que je peux vous donner à l'appui. Donc là, ce que je retiens de ce que vous disiez, c'est qu'il y a des labels officiels, il y en a beaucoup. À voir si on n'a pas trop. Est-ce que le consommateur s'y retrouve? Il y a des marques privées et il y a plein de produits qui sont de qualité et qui, eux, ne sont pas valorisés par des labels. C'est ça que vous dites? Oui. Ok. Alors, le problème, c'est que le consommateur est un petit peu perdu. Et la multiplicité des labels, ce n'est pas forcément une bonne chose. Alors, globalement, ils sont bons, mais après, il ne faut pas qu'ils rentrent en compétition les uns avec les autres. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ben, je pense que vous allez devant des rayons de yaourt ou des rayons d'œufs. Je pense qu'il y a des moments de label, plein air, tout ça, label rouge. Le consommateur est bleu blanc cœur. Le label, les gens sont un petit peu perdus. Il faut le reconnaître. Et est-ce que les labels permettent des produits plus rémunérateurs pour les producteurs? Je pense que c'est généralement le cas, mais il faut être beaucoup plus prudent parce qu'on le voit bien avec les produits bio. Il y a un coût de production qui est supérieur, mais on voit bien actuellement, c'est catastrophique. Il y a des produits bio qui sont vendus au même prix. Ce n'est pas normal que les produits conventionnels, puisqu'il y a un travail supplémentaire et qu'il y a des bénéfices pour l'environnement et la santé qui ne sont pas reconnus. Donc c'est normal que des produits avec label soient plus chers. Mais je rappelle qu'actuellement, la facture est salée, puisque notre système alimentaire, il génère des externalités, ça se chiffre en milliards d'euros. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs études scientifiques européennes qui le disent. Donc il s'agit de les réduire, ces externalités. Et l'agriculture, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme toute activité, ça génère des impacts qui sont négatifs, mais ça génère aussi des services qui sont positifs. Et ce que je viens de dire sur les labels, c'est des effets positifs pour la santé et l'environnement. Quand des élevages ont des prairies, ça séquestre du carbone dans les sols. Le problème, c'est que les côtés positifs de l'agriculture ne sont pas rémunérés actuellement. C'est ça le problème. On ne regarde que les impacts négatifs. Il faut rémunérer et intégrer dans le coût de production, donc de vente, les externalités positives. Il faut bien sûr les renforcer, mais il faut qu'il y ait la rémunération soit associée. Oui, et les labels devraient permettre de le faire, mais ils ne le font pas systématiquement. Et la Lozère est particulièrement concernée par ces externalités positives, peut-être par rapport à d'autres départements. Et c'est ça qu'il faut faire reconnaître. Et ce que je disais, c'est que certains labels le permettent, difficilement, mais il n'y a que des pratiques agricoles qui sont positives pour l'environnement. Elles n'apparaissent pas avec les labels, et donc elles ne peuvent pas, de ce fait-là, être mieux rémunérées. Okay. Marie, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur les labels? Peut-être assez rapidement dire que les labels, c'est une très bonne façon d'informer le consommateur sur la qualité des produits et qu'il me semble qu'à ce titre-là, c'est vraiment extrêmement à valoriser. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un consommateur lambda, il est soumis à une grande quantité d'informations concernant l'information et qui parfois sont un peu contradictoires.
Ça peut venir du médecin, ça peut venir de la télévision, de plus en plus des réseaux sociaux, de la presse. Et ça, voilà, ça aide pas à s'y retrouver. Donc le challenge, c'est certainement comment faire valoir au milieu de toute cette cacophonie en termes de messages sur l'alimentation, la place des labels et le message qu'ils portent sur la qualité de l'alimentation. Voilà, c'est une voie à laquelle réfléchir. Et aussi, mais ça, évidemment, ça a des échelles qui sont au-dessus des nôtres. Voir comment est-ce que la réglementation, elle peut s'attaquer plus précisément au problème de la publicité de grands groupes, surtout, qui vendent parfois des produits qui sont à la fois néfastes en termes de santé et d'environnement. Et certainement qu'il y a aussi un grand enjeu là-dessus, mais ça dépasse la question des labels. Oui. Comment on arrive à valoriser davantage les produits de qualité et ou locaux? Parce que, question suivante, pour vous, Marie. En quoi les produits locaux garantissent une alimentation bonne pour ma santé, bonne pour ma planète et rémunératrice? Bon, c'est une grande question et je sais que ça a une énorme place ici en Lozère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le local, il y a un vrai engouement depuis plusieurs années pour cette question-là, dans une perspective de reconquête d'une proximité entre producteurs et consommateurs. Pardon, je vais perdre mon papier. Ça se manifeste par plein de façons différentes. Il y a des formes de reterritorialisation des outils de production et de transformation. Il y a des phénomènes de relocalisation qui visent à mettre plus en lien producteurs et consommateurs. Il y a tout le développement des circuits courts aussi, alors qui ne dit rien sur la distance, mais qui vise aussi à recréer de la proximité, à limiter le nombre d'intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs. Donc ça prend des formes extrêmement variées, des drives fermiers. Dans les villes, il y a les formes d'agriculture urbaine qui se développent aussi. Des magasins de producteurs, de l'approvisionnement local, des restaurations scolaires, des produits locaux qui sont présentés dans de la grande distribution. Bref, vraiment les façons de faire du local, elles sont vraiment diverses. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait un petit pas en arrière d'un point de vue historique, c'est quelque chose, cet engouement pour le local qu'on retrouve dès les années 80 et pas seulement en France. En fait, ça se retrouve par exemple aux États-Unis avec tout le développement de l'équivalent des AMAP là-bas, la Community Supported Agriculture, qui visait, c'était un peu le même principe que les AMAP, à refaire du lien entre producteurs et consommateurs. On retrouve aussi la même chose au début du mouvement Slow Food, et bien sûr ça a perduré après, mais c'était le même message porté en Italie, de dire il faut qu'on réussisse à mieux tirer parti des ressources qu'on a localement. Et puis on retrouve ça aussi dans des territoires, dans d'autres continents. Je pense au continent africain, qui aussi a une volonté de se réinterroger lui-même dans les années 90 sur des démarches locales, dans un contexte où le marché se faisait inonder de plus en plus par des produits importés. On s'est dit, mais en fait, on a de quoi faire chez nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très partagé. Alors en France, même s'il y a évidemment une très longue tradition de vente directe sur les marchés, dans les exploitations, voilà, qui a toujours existé, l'intérêt pour le local, il s'est vraiment concrétisé avec le lancement des AMAP en 2000 et depuis, il a pris de nombreuses formes que je vous ai décrites juste avant. Alors, il n'y a pas de définition officielle de ce que c'est qu'un produit local. L'ADEME, elle définit ce que c'est qu'un circuit de proximité en donnant une indication de distance, des produits qui viennent de moins de 150 km à la ronde, mais sinon, il n'y a pas vraiment de définition. Je prenais l'exemple de l'Afrique. En Afrique, le local, c'est carrément appréhendé à l'échelle d'une région, de plusieurs pays. Donc, vous voyez, la définition peut varier selon le contexte dans lequel on se situe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le local, il contribue à travailler énormément de choses. Tout d'abord, ça recrée une proximité entre producteurs et consommateurs, et je dirais même ça redéveloppe un lien à la fois économique et social basé sur une perspective d'équité et de juste rémunération des producteurs. En tout cas, c'est dans la plupart des cas le but qui est recherché. Et ça, dans un contexte de développement d'un système industrialisé qui a mis un certain nombre d'acteurs entre le producteur et le consommateur, c'est très heureux de recréer ce lien parce que ça fait aussi de la cohésion à l'échelle des territoires. Cette perspective du local, elle permet aussi de redonner du sens. En tout cas, c'est ce qui nous a semblé des études qu'on a pu lire, à la fois pour les producteurs et à la fois pour les consommateurs. Savoir en tant que producteur, mais bon, dans la salle, vous pourrez certainement témoigner de votre expérience aussi, mais
savoir que le produit sur lequel on travaille et sur lequel on met du labeur, il va être consommé par quelqu'un qu'on va potentiellement rencontrer, dont on va pouvoir raconter l'histoire de ce produit, la façon dont on travaille. C'est quand même autre chose que de savoir que le fruit de notre travail va partir et on ne sait pas tellement par qui sera consommé. Le fait de mettre un visage sur qui consomme, ça permet de donner du sens. Et à l'inverse, mettre un visage sur qui a produit ce que je retrouve dans mon assiette, ça permet aussi de redonner du sens. Et ça fait partie de ce travail à faire pour sortir l'alimentation de son statut de marchandise et redonner l'ensemble des valeurs qui peuvent exister autour de l'alimentation. Et accepter de payer plus cher, peut-être, quand on sait d'où ça vient. Et peut-être le payer plus cher. Oui, je crois qu'il y a une question là-dessus et Michel en parlait. Oui, tout à fait. Ça permet aussi de valoriser la saisonnalité et la fraîcheur des produits, potentiellement de limiter les emballages, les pertes et gaspillages, parce qu'on peut être sur des filières plus courtes et donc se passer d'un certain nombre d'emballages. Ça permet aussi de maintenir une activité économique sur les territoires et de rééquilibrer d'une certaine façon les rapports de force dans la chaîne. Si on se passe encore une fois de la perspective du système dominant dans un pays comme la France, qui est un système assez industrialisé, qui est quand même piloté par un certain nombre d'acteurs économiques qui ont un certain pouvoir, le fait de travailler en local et de court-circuiter un petit peu ces grands acteurs économiques, ça permet aussi en matière de gouvernance quelque part de redonner du poids aux deux extrémités, les producteurs et les consommateurs. Et puis ça permet aussi dans une certaine mesure, et j'y reviendrai juste ensuite, en matière de gaz à effet de serre, de les limiter, ne serait-ce que sur la question du transport. Donc voilà, c'est quelque part une forme de réponse aux critiques qui sont adressées au système alimentaire globalisé. Après, ce qui est important d'avoir en tête, je pense, pour ne pas se fourvoyer quand on parle de local, c'est que ce n'est pas une échelle qui est bonne par nature. Le local, c'est une échelle qui est bonne quand l'écosystème qui travaille à cette échelle fait les choses bien. C'est-à-dire que si on prend un système local qui est basé sur une forme d'agriculture qui est extrêmement intensive, très consommatrice en intrants, et qui fait un peu les choses en dépit du bon sens sur les enjeux environnementaux, par exemple, on ne peut pas dire que local, c'est durable, parce qu'en fait, le système de production qui sera à la base de ces produits locaux, il sera très émetteur dans des tas de gaz à effet de serre, par exemple. Donc, ce n'est pas tellement le local qui est durable, c'est vraiment la connexion que permet le durable et la réflexion collective qu'elle permet d'amener entre les acteurs qui est favorable à des modes de production, de commercialisation et de consommation qui sont plus durables. Et puis, ça peut être le risque qu'il peut y avoir avec le local aussi, c'est qu'il y ait une charge plus importante qui repose sur les producteurs, qui du coup ne sont plus que producteurs, qui doivent aussi se poser la question de la logistique, parfois de la distribution. Et on sait que sur des temps de travail parfois déjà très contraints, ça peut être compliqué. Donc ça demande aussi de penser les interconnexions entre acteurs sur les territoires pour pas que ce soit les seuls producteurs sur qui repose toute la charge de travail que représente le local. Ensuite, peut-être sur un autre risque qu'il peut y avoir avec le local, c'est qu'il ne faudrait pas que le local ce soit un prétexte à se renfermer sur son territoire. De tout temps, l'alimentation, ça a été un vecteur par lequel on s'est ouvert sur d'autres régions, des territoires qui sont très proches des nôtres, des territoires qui sont un peu plus loin, et parfois des territoires qui viennent de très loin. Je pense à l'exemple du petit déjeuner. C'est un moment de consommation qui illustre à quel point l'alimentation, elle est propice à une ouverture sur le monde. On consomme le monde le matin au petit déjeuner, souvent. Je ne sais pas vous, mais le thé, le café, le chocolat. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on amène ce que j'aimerais amener comme réflexion ici, c'est comment est-ce qu'on peut poser un localisme cosmopolite, parce qu'effectivement le local est très important et encore une fois c'est une alternative indispensable à penser pour repenser les transitions de notre système alimentaire. Mais comment est-ce qu'on le fait sans se refermer et en gardant une ouverture sur le monde, en jouant les connexions avec les territoires nourriciers qui sont connexes et dont on dépend. Voilà, juste vous amener cet élément de réflexion. Et peut-être, oui, juste pour revenir sur ces deux images-là, histoire que je vous les explique là. La première image, elle montre un petit peu toutes les distanciations alimentaires qu'on rencontre dans notre système alimentaire industriel. Et donc, en fait, il faudrait presque penser le schéma à l'inverse. Le local permet vraiment de recréer de la proximité sur tous ces plans, à la fois géographique, économique, social, cognitif, sensoriel, parce que pour une fois, on peut voir les produits souvent pas sous 3 tonnes d'emballage plastique, on peut
sentir les produits sans avoir à se fier à une étiquette qui viendrait nous décrire le produit. Donc on retrouve un lien sensible avec les produits aussi, et c'est aussi une forme de reconnexion politique en matière d'alimentation. Et peut-être ce graphique-là pour juste apporter un point de mise en perspective sur le poids du transport dans les émissions de gaz à effet de serre. On dit beaucoup, quand les personnes font le lien entre local et durable, c'est souvent parce qu'on se dit, bah oui, quand les produits viennent de très loin, ça émet beaucoup, donc c'est forcément très polluant, donc c'est pas bon pour l'environnement. Alors c'est vrai, le mieux c'est quand ça vient de pas loin. Pour autant, si on regarde à l'échelle de l'ensemble du système, la part du transport, en fait, elle est quand même moins importante que la part de l'ensemble des émissions produites par le système agricole. Bon, bah, c'est comme ça, hein, ça veut dire qu'il faut que chacun se mette en marche pour faire évoluer les pratiques là où on peut le faire, mais c'est pas inéluctable et il y a beaucoup de bonne volonté. Voilà, mais c'est juste pour relativiser un peu tout ça. Il n'empêche que sur le transport, ce qui reste à penser aussi, c'est la question du dernier kilomètre que vous avez peut-être en tête. Ça émet beaucoup que chacun vienne chercher à un point de distribution son alimentation. Il y a aussi des formes de distribution à penser pour réduire ce dernier kilomètre en termes d'impact. C'est aussi une marge de manœuvre sur laquelle on peut travailler la réduction des gaz à effet de serre en matière de local, quoi. Peut-être pour clarifier, Marie, il me semble que vous avez parlé à la fois de local et de circuit court. Est-ce qu'on peut se redire juste une petite définition ? Oui, alors le local, comme je disais, il n'y a pas d'indication de distance qui est associée officiellement à la question du local. En tout cas, il y a cette idée de remise en proximité physique entre production et consommation. Le circuit court, c'est pas tellement une question de proximité physique, parce qu'en fait, on peut être en circuit court avec quelqu'un qui produit un aliment à l'autre bout de la France. Le circuit court, c'est quand il y a peu d'intermédiaires, qu'il y a un intermédiaire au moins. Voilà, donc c'est une proximité organisationnelle entre producteurs et consommateurs. Mais les deux sont intéressants, les deux présentent des atouts. Ils ont une complémentarité, quoi. Oui, ce matin, on a entendu les deux dans les témoignages de nos invités. Michel, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les produits locaux ? Non, je reste sur ce graphique est très intéressant parce qu'on voit bien que le système alimentaire, c'est 163 millions de tonnes en équivalent CO2. Un tiers, c'est après la ferme, donc jusqu'à la cuisine, c'est le transport, ce qui vient d'être dit, et que le 2 tiers, c'est à l'échelle de la ferme. Et quand vous voyez le graphique sur la partie droite du schéma, donc c'est l'agriculture, c'est 100 millions de tonnes, c'est pas 160. Et le CO2 de l'agriculture, c'est le fioul du tracteur, le chauffage des serres, c'est pas grand-chose, c'est 15%. Le reste, c'est le protoxyde d'azote, donc c'est des émissions qui viennent de l'utilisation des engrais organiques, les fumiers, et minéraux. On ne peut pas les supprimer, on peut améliorer, les réduire. Et c'est aussi en vert moyen, c'est le méthane. Pour moitié, c'est le méthane, pour moitié, c'est le protoxyde d'azote. Là, ce sont les vaches. Et là, c'est pareil, on peut un petit peu par l'alimentation le réduire, mais il faut faire avec. C'est pour ça que l'élevage, il y a forcément des inconvénients, mais il y a aussi des avantages, il faut savoir les valoriser. Mais ça sera pour le troisième temps. On en parle tout à l'heure, justement. Tout à fait. Alors, en quoi les produits locaux de qualité sont accessibles financièrement aux consommateurs ? Marie, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Oui, Michel en a un petit peu parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si la slide suivante est dispo. Mais en fait, ce qui est important de se dire, c'est qu'une alimentation locale et durable, a priori, ça coûte plus cher. Pourquoi ? Parce que produire de façon durable, ça nécessite potentiellement d'utiliser moins d'intrants, donc potentiellement d'accepter d'avoir des rendements qui sont moindres. Et si on veut que l'exploitation elle continue à avoir une viabilité économique, faut pas vendre les prix beaucoup moins chers pour autant si on veut que les personnes puissent continuer à en vivre. Une alimentation locale et durable, c'est une alimentation dans laquelle les producteurs sont correctement rémunérés, et on sait que c'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, qu'il y a une grande précarité dans le milieu agricole. Du coup, c'est un coût qu'il faudrait ajouter. Et puis, c'est une alimentation qui est saine pour la planète et pour la santé, donc qui se passe de certains produits, encore une fois, qui sont là pour rendre les cultures peu résistantes. Je pense aux pesticides, dont Mme Michel nous a dit qu'il pouvait y avoir des effets sur la santé. Donc, pour toutes ces raisons, une alimentation saine et durable, elle devrait coûter plus cher. Et là, donc, je pense à reprendre les éléments de ce que Michel nous disait tout à l'heure. C'est une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que pour $1 de produits alimentaires achetés,
En réalité, si on comptabilisait les coûts externes qui sont liés aux impacts sur la santé et aux impacts sur les écosystèmes, on devrait rajouter 2,94 $ en plus. D'ailleurs, pardon, hein, le coût total serait de 3,94 €. Ouais, 3 $. Donc en fait, on voit qu'il y a un écart en fait entre le prix qu'on paye actuellement et le juste prix auquel on devrait payer notre alimentation si on prenait en compte les effets sur la santé, l'environnement et une juste rémunération des producteurs. Et ça, je rebondis sur ce que disait Michel précédemment. Ce qui est intéressant, c'est encore pas du tout le cas aujourd'hui, mais le jour où on arrivera à s'acheminer vers une forme de prise en compte de l'économie au-delà du seul aspect financier et intégrer tout ce qui concerne l'environnement et la santé, on pourra se rendre compte qu'il y a des systèmes qui sont bien plus vertueux que d'autres, parce qu'ils ont des effets positifs en termes de fertilisation des sols, en termes de moindre émission de gaz à effet de serre, ou parce qu'ils sont en bio, ou dans des filières très raisonnées. Et ça, en fait, à l'heure actuelle, c'est totalement transparent et on ne le voit pas, et il n'y a pas de base sur laquelle justifier un prix élevé de l'alimentation. Et je reviendrai après sur les expérimentations. Ces chiffres, donc, ce sont les États-Unis. Ce n'est pas le modèle à suivre, parce que là, c'est quand on dépense $1, le coût total est 3. Il y en a 2 pour réparer. En Europe, nous sommes meilleurs, puisque c'est quand on dépense 1 €, il faut 1 € pour réparer. Mais ces chiffres-là, c'est énorme, ça dépasse l'entendement. Mais maintenant, c'est des choses qu'on ne peut plus contester. Il y a énormément de littérature scientifique. Et donc, il faut trouver les voies de progrès pour réduire ces externalités. C'est-à-dire faire en sorte que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Et donc, il faut accepter de payer plus cher l'alimentation et trouver des moyens que pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Mais comme je disais, la France, c'est 200 milliards, j'arrondis l'alimentation. Si on réduit les externalités, il n'y a pas ces 200 milliards à payer pour réparer. Il faut pouvoir utiliser une partie de cet argent pour accompagner la transition dans l'agriculture et dans les choix alimentaires. Et d'ailleurs, on parlera des exemples qui sont d'ores et déjà aujourd'hui vertueux et qui pourraient être développés. On parle d'inflation aussi, beaucoup ces temps-ci. Est-ce qu'un système local et ou de qualité, finalement, devient plus intéressant aujourd'hui ou pas du tout? Quels sont les effets de l'inflation, en fait, entre les différents systèmes? Alors, il faut savoir que c'est un sujet sur lequel il y a des études en cours, donc on ne va pas avoir la prétention d'avoir les réponses. Mais c'est vrai qu'une des hypothèses qu'il y a sur des modèles qui sont alternatifs, qui ont déjà une consommation assez raisonnée en intrants, par exemple, c'est est-ce qu'ils ne seraient pas plus résilients dans un contexte d'inflation dans lequel, par exemple, les intrants deviennent de plus en plus chers? Est-ce que ce ne serait pas un avantage pour ces formes d'exploitation par rapport à une augmentation incertaine du coût des intrants sur l'exploitation? Donc ça pourrait être une piste. Et puis, peut-être juste pour atterrir sur des cas un petit peu concrets, c'est vrai que c'est une équation qui n'est pas simple du tout, parce que cette question de l'accessibilité d'une alimentation locale et durable, elle pose un peu la question d'une équation un peu insolvable, avec d'une part des producteurs qui doivent être rémunérés à la juste valeur de leur travail, et de l'autre, et donc on l'a vu avec un coût un prix de vente de leur production qui devrait certainement être supérieur à ce qu'il est aujourd'hui pour rendre compte de tout le travail et aussi des préservations en matière de santé et d'environnement lorsqu'elles sont faites. Et puis de l'autre côté, des consommateurs qui, pour une part d'entre eux, ont déjà d'énormes difficultés à accéder à une alimentation de qualité. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas très bien comment est-ce que l'équation elle peut s'équilibrer. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'initiatives qui, évidemment, ne sont pas porteuses à elles seules de solutions généralisables, parce que c'est pas miracle, tout ça. Mais pour autant, elles posent des pistes un petit peu intéressantes. Et je ne sais pas le temps qu'on a, mais je vais peut-être me focaliser sur l'exemple de Vrac. Je ne sais pas si vous connaissez cette initiative-là. Ils sont beaucoup développés en milieu urbain, mais de plus en plus, ils essayent de se développer sur des territoires ruraux. Le principe, c'est alors à la base, ils s'implantent dans des QPV, des quartiers prioritaires des villes, dans des villes assez urbanisées dans lesquelles il y a ce que je mentionnais tout à l'heure, des déserts ou des bourbiers alimentaires, bref, là où il n'y a pas une offre alimentaire de qualité. Et le principe, c'est de créer des groupements d'achat dans lesquels ce sont les habitants qui sont mobilisés. Donc, c'est pas comme l'aide alimentaire, parce que souvent, ce sont des publics quand même qui ont des contraintes budgétaires assez fortes. L'idée, c'est de ne pas rentrer dans un système de charité où il y en a qui donnent à d'autres qui n'ont pas les moyens. L'idée, c'est de
faire ensemble. Donc ce sont les habitants qui constituent un groupement d'achat. Et ce qu'ils font, alors pour l'instant, ils sont surtout sur des produits secs, mais je pense qu'il peut y avoir des formes de réflexion sur comment on ouvre sur d'autres types de produits. C'est qu'ils achètent à prix coûtant à des producteurs. L'idée, c'est de ne pas négocier le prix, parce que dans cette perspective d'équilibrer des deux côtés l'équation, l'idée, c'est pas de mettre les producteurs dans la galère. Ils achètent à prix coûtant les produits et ils les proposent aux adhérents au groupement d'achat qui peuvent commander selon leurs besoins. Donc ça s'achète en vrac et on peut, chaque mois où le groupement d'achat se met en place, dire moi je veux 100 grammes de farine ou 2 kilos de farine sont les besoins ou tant de noisettes ou tant de miel. Et une fois par mois, les personnes viennent récupérer la juste quantité de ce qu'ils ont acheté. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment au plus proche des besoins. Et comme c'est à prix coûtant, ça reste quand même plus accessible parce que souvent c'est des produits de grande qualité. Ça reste plus accessible que s'ils les avaient achetés dans un réseau de distribution lambda. Sans compter que donc ça se développe aussi dans des territoires ruraux comme la Drôme, par exemple, qui amène une expérimentation. Et sans compter, en plus de cette question de travailler l'accessibilité à une alimentation saine et durable, que ça permet aussi de se faire rencontrer les gens, de créer du lien social et de lutter contre des formes d'isolement qui parfois sont aussi pesantes. Et ça montre aussi en quoi l'alimentation, c'est aussi un vecteur de rencontre autour duquel faire société. Et on en parlera tout à l'heure, juste après la pause. Michel, est-ce que vous vouliez ajouter un mot ou on parle directement de ça? Alors, du coup, notamment en Lozère, comment on imagine demain pour produire à la fois une quantité suffisante de produits, des produits de suffisamment bonne qualité, rémunérateurs et accessibles? Donc il y a déjà plein de choses qui existent, mais quels seraient d'autres leviers si on était décideur? Alors je distingue bien notre régime alimentaire, et maintenant on sait par les connaissances scientifiques quel qu'il doit être, que j'habite en Bretagne ou que j'habite ici. Vers quoi il faut tendre? Un régime plus végétalisé, plus varié, moins ultra-transformé. Maintenant, je viens de l'agriculture. La Bretagne ne ressemble pas à la Lozère. Il y a des spécificités dont il faut tenir compte. De ce que j'ai lu du travail sur le diagnostic territorial, qui est très bien fait par le département, je retiens deux choses. La première, c'est qu'il faudrait produire, et c'est possible, me semble-t-il, beaucoup plus de légumes et des légumineuses. Les légumes, ça devrait être la moitié de notre assiette. Les légumes, c'est de l'eau, avec beaucoup de bonnes choses dedans. Et même si ce n'est pas concurrentiel, c'est aux collectivités un petit peu, parce que le coût du transport, vous avez vu, c'est quand même un quart des gaz à effet de serre, c'est surtout les fruits et légumes, parce qu'on transporte de l'eau, des fois sur de longues distances. Donc les fruits et légumes à proximité des centres de consommation, c'est incontournable. Les légumineuses, c'est vertueux pour les sols, c'est vertueux pour la planète et c'est vertueux pour notre santé. Il faut aussi les développer. Maintenant, je vais en venir à l'élevage. Ici, nous sommes dans un territoire d'élevage. Et il y a élevage et élevage. Vous avez vu sur le graphique tout à l'heure en bas, le méthane, c'est comme ça. Ce n'est pas une raison de ne pas faire d'élevage. Si on compare pour le lait, c'est ce qui est le mieux connu, qu'on produise un lait à l'herbe ou un lait avec du maïs et du soja importé, malheureusement, c'est un peu la même chose sur les gaz à effet de serre. C'est 1 kg de CO2 par litre de lait. Mais l'élevage à l'herbe, il est quand même bien meilleur. Pourquoi? Tout à l'heure, j'ai insisté dans mon introduction sur ce qui nous manquait pour être sur la santé, les fameux acides gras oméga 3. Eh bien, un lait qui est fait à l'herbe ou une viande qui est terminée à l'herbe, c'est 2 fois plus d'antioxydants et d'acides gras bons pour la santé. Un lait fait à l'herbe ou de la vache terminée à l'herbe, on a des produits animaux qui ont une fonction anti-inflammatoire pour notre organisme. Alors que, je prends une caricature, si c'est produit maïs soja, ces produits sont inflammatoires. Et donc l'élevage, il ne faut pas le prendre globalement, l'élevage à l'herbe, il est bon pour la planète, il est bon pour le bien-être animal, la santé animale, et il est bon pour notre santé. Donc quand on est dans un territoire d'élevage ici, on produit plus qu'on doit consommer, bien sûr. Et donc il faut faire valoir les atouts environnementaux et santé de ces produits pour pouvoir les exporter. Mais ceci n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit dans mon introduction, que pour notre santé et la planète, il faut quand même consommer moins de produits animaux, mais mieux de produits animaux. Et c'est possible. Et j'ai été hier avec la filière, le label rouge, sur le bœuf fermier de l'Aubrac, c'est le discours que je leur ai tenu. Souvent, le monde de l'élevage ignore ce que j'ai dit, à savoir que selon le mode d'élevage, la composition du lait et de la viande n'est pas la même. Et quand on mise sur l'herbe, c'est positif
pour la planète et pour la santé. Où les inconvénients de l'élevage, les fortes émissions de gaz à effet de serre, sur lesquelles on ne peut pas beaucoup jouer, on les compense par les services que ça rend sur notre santé et sur l'environnement. C'est la raison pour laquelle je distingue la composition de l'assiette, le régime alimentaire, de ce qu'on fait dans les territoires. Et quand on est dans un territoire d'herbe, il ne s'agit pas de supprimer l'élevage, on peut l'améliorer pour augmenter notamment la valeur santé des produits, être plus autonome encore sur les protéines. Je rajoute 2 points. Premièrement, on peut aller encore plus loin en élevage, par exemple en plantant des haies. En plantant des arbres, pourquoi pas faire des pré-vergers? Parce que quand on fait un pré-verger, vous avez de l'élevage et vous pouvez avoir une production fruitière, comme en Normandie. Et ça enlève une critique qu'on fait à l'élevage. On dit l'élevage consomme des terres. Mais là, vous ne consommez pas de terre puisque vous faites des fruits aussi. Et on pourrait avoir aussi des élevages diversifiés, je pense aussi par le poulet, par exemple. Parce que il semble que la région, enfin le département n'est pas forcément excédentaire, quoi. Donc voilà des éléments sur lesquels je voulais dire pour avoir une agriculture locale de qualité, bonne pour la planète et la santé. Il n'y a rien qui est simple. Il faut bien se poser les bonnes questions, effectivement. Donc vous avez parlé... C'est bien un problème, oui, à chaque fois, on stigmatise souvent les éleveurs et tout ça, mais actuellement, le problème, il est systémique. Les responsables sont les chercheurs, les premiers aussi, sont les consommateurs, sont bien sûr les agriculteurs. Tout le monde est co-responsable. Il faut des changements systémiques. J'insiste sur ce point, sur cette co-responsabilité. Et j'insiste sur l'urgence. Le dérèglement du climat, il est important. La perte de biodiversité, tous les grands chercheurs sur le climat le disent, on a peu de temps pour agir. Mais la bonne nouvelle, c'est que le régime alimentaire bon pour la planète et la santé, c'est le même. Et donc vous dites, notamment en Lozère, de l'élevage plutôt sur herbe, un peu plus de légumineuses quand même, et on optimise les surfaces. Tout à fait. Marie, qu'est-ce que vous vouliez ajouter là-dessus? Alors peut-être moi je reviendrai très rapidement sur le volet plutôt alimentation. En lisant le diagnostic de votre territoire, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une problématique sur la question de la mobilité, l'approvisionnement, parce que bien souvent les commerces alimentaires ils sont pas à côté de chez soi, c'est pas comme en ville où on peut sortir et en 5 minutes on tombe sur quelque part où on peut s'approvisionner. Et ça fait partie des questions, enfin des freins en fait à l'accès à une alimentation de qualité. Parfois le simple fait que ce soit pas près de chez nous et que ça demande une contrainte d'aller chercher à manger. Et alors j'imagine que vous avez en tête ce genre d'exemple, mais il y a des dispositifs qui sont intéressants et qui ne sont pas, encore une fois, la réponse à tout, mais qui peuvent être un sujet de réflexion pour voir comment est-ce que cette question de la mobilité, elle peut être travaillée sur un territoire donné. Je pense à une initiative qu'il y a dans le nord de l'Hérault qui s'appelle Roule Contact, que vous connaissez peut-être. C'est une épicerie mobile. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose à la fois des produits un peu du quotidien et des produits locaux. Donc elle essaye d'avoir une diversité en termes d'offres parce que tout le monde ne se nourrit pas en permanence de produits extrêmement locaux. Parfois, on a aussi besoin d'un paquet de pâtes qui vient du supermarché. Et donc le principe de ce type de dispositif, c'est qu'il amène près des lieux de vie l'alimentation. Et qu'on parlait tout à l'heure du poids en termes d'émissions de gaz à effet de serre du dernier kilomètre. Est-ce que si sur un territoire des habitants seraient intéressés pour voir passer ce type de dispositif près de chez eux, est-ce qu'il ne serait pas moins émetteur d'avoir un camion qui passe 1 ou 2 fois par semaine avec ses produits et qui rapproche l'offre des habitants plutôt qu'avoir chaque semaine chaque habitant qui va jusqu'au lieu d'approvisionnement à plusieurs kilomètres? Des questions de logistique, effectivement. Pour travailler cette question des paysages alimentaires qui fait aussi partie des freins en matière d'accès à une alimentation saine, locale et durable. Je voulais donner un point complémentaire justement pour renverser la balance impact négatif et service positif de l'élevage. Un point que je n'ai pas abordé aussi, c'est la méthanisation des déjections animales. À partir du moment où c'est quelque chose d'encadré, on n'utilise pas du maïs, on utilise des déjections, on ramène les digestats sur des sols bien pourvus en matière organique, on récupère de l'énergie qui peut être vendue. Et ça, c'est aussi un service que peut rendre l'élevage. Et ce que vous avez dit en creux aussi, peut-être, que je voudrais souligner, c'est que vous avez parlé tous les deux de faire connaître, valoriser. C'est-à-dire que, mine de rien, il y a des produits de qualité qui sont produits, il y a des productions locales, etc. Vous avez parlé d'exporter aussi. Sur ce territoire, on produit de la viande, on produit bien de la viande. Et comment on fait pour que ce soit connu? Donc voilà, il y avait ce point-là de valorisation. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas les questions? Comme on est un peu en retard, ça vous va? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Il y a des micros qui circulent. Merci beaucoup.
Alors, j'ai surtout pas de questions parce que les réponses ne me conviendraient sûrement pas parce que franchement, je viens de passer une petite heure à écouter des débats je ne pensais jamais pouvoir les entendre en Lozère. Pour moi, ils sont hors sol, hors contexte. On a parlé certes des résultats des États-Unis, on a parlé d'un certain nombre de choses très générales, mais qui ne sont pas le reflet, je ne pense pas, de la production lozérienne ni de la consommation lozérienne. Je veux revenir sur peut-être juste la fin, vos derniers propos, sur le style d'élevage qu'on pourrait avoir en Lozère pour être justement un système agricole viable qui permette de produire à la fois de la quantité, de la qualité, rémunératrice pour les producteurs, financièrement accessible. Quand vous me dites qu'il faut aller vers plus d'élevage à l'herbe, je ne sais pas comment on peut faire. Excusez-moi, il y a 150 hectares de maïs en Lozère, on peut en faire moins, 150 hectares, on ne peut pas aller guère plus loin. Quand vous me dites pourquoi pas faire de la production végétale avec les arbres, en mettant des haies, de l'agroforesterie, des arbres au milieu des prairies, c'est quand même quelque chose, je pense, si vous êtes promené en Lozère, vous avez vu qu'il y avait pas mal d'arbres, ou alors vous ne connaissez pas trop la Lozère, dont des arbres fruitiers qui produisent et qui sont en bordure. Alors c'est souvent dans les haies, on fait peu d'agroforesterie parce qu'on a déjà largement assez d'arbres et qu'on a peu de surface en prairie qui nous permettent qui peuvent nous permettre d'avoir des arbres au milieu des parcelles. Je ne vois pas bien comment on peut amener plus de production fruitière par ce biais-là. Je vous rappelle quand même, à tout hasard, si vous ne saviez pas, que la Lozère reste un territoire d'altitude, avec un territoire de montagne, avec des difficultés pour produire à certaines périodes de l'année et certaines années, même tout court. Et puis la production à l'herbe, c'est l'herbe pâturée, on s'entend bien, mais c'est aussi l'herbe récoltée. Et dans tout ça, je n'ai pas trouvé dans vos propos de réponse finalement pour que l'agriculture lozérienne soit moins productrice de gaz à effet de serre. Le volet transport ne me convient qu'à moitié puisque nous, c'est même pas le dernier kilomètre, mais c'est presque le premier. C'est comment faire partir nos denrées lozériennes, même si on va en manger quelques-unes sur place, mais on n'est vraiment pas assez de consommateurs. Je ne trouve aucune réponse lozérienne, je dis bien lozérienne. Alors, je peux l'entendre si je regarde national, européen, international, mais là, je veux rester les pieds sur terre et surtout pas faire une réflexion qui pourrait être hors sol dans cet après-midi. Je veux des réponses lozériennes, je ne les ai pas trouvées. Et vous êtes Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture. Pardon. Bonjour madame. Est-ce que je peux juste me permettre d'apporter un élément ? Bonjour madame, merci beaucoup pour votre retour. Et en fait, je pense que vous avez tout à fait raison. On n'a pas apporté une réponse au contexte lozérien. En fait, aussi tout simplement parce qu'on n'est pas d'ici et que c'est vrai que la posture qu'on a eue en préparant cette intervention, et peut-être qu'en fait, ça collait pas exactement à vos attentes, et auquel cas, ça vaut le coup de se poser la question de pourquoi on est passé à côté. Mais la posture sur laquelle on était, c'était essayer de donner un éclairage effectivement plus global que le cas de la Lozère, qui devait servir justement à pointer des points d'accroche, des points d'attention, à partir desquels discuter ensemble de ce qu'il était possible de faire en Lozère. Donc c'est vrai que vous avez tout à fait raison, on a apporté assez peu d'éléments, et je pense que c'est... Pour le cas lozérien, mais aussi parce qu'on n'est pas, malgré la lecture du diagnostic, je pense que ça ne permet pas d'apporter une solution. En tout cas, juste avec nos deux expertises qui, à mon avis, sont insuffisantes. Vous êtes tout un collectif et ça doit se penser avec tout le monde. Oui, alors effectivement, c'était la commande. En tout cas, vous avez raté ce matin. On a discuté de cas très concrets, très locaux. Et effectivement, là, je comprends complètement. Michel, vous vouliez... Oui, en complément, je dis, j'étais hier avec une centaine d'éleveurs du bœuf fermier au Brac. Donc, j'ai passé 2 heures. Donc, je suis rentré dans le détail. Ma spécialité, ce sont les prairies, quoi. Et on a décidé ensemble des pistes de progrès. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de piste de progrès non plus. Et par exemple, il y en a une qui est beaucoup basée sur les légumineuses. Donc on sait quand on sème des prairies, il faut sur la conduite du pâturage. Je suis un spécialiste du pâturage, donc il y a des petites marges de progrès lorsqu'on gère mieux le pâturage. Et c'est difficile. Souvent on croit que c'est des vieilles pratiques, le pâturage. Non, c'est quelque chose de très précis à gérer. Et ça va augmenter l'autonomie protéique, on le sait. Mais ce n'était pas l'objet du propos de cet après-midi. Si on veut, si vous voulez, aussi dans les prairies, on pourrait faire des sursemis de légumineuses dans les prairies permanentes. Donc, moi, je suis compétent, mais ce n'était pas l'objet de cet après-midi. Donc, je peux apporter des compléments comme ça pour améliorer. Si vous voulez, en France, on a des régions d'élevage où, pour ne pas les nommer, c'est comme la Bretagne,
où finalement on a trop d'élevage, si vous voulez, par rapport au potentiel, et marée verte et tout ça. Le problème, c'est qu'on est ici dans des zones herbagères, et forcément, il n'y a pas de signes de qualité qui permettent de distinguer. Donc, quand je parle de moins d'élevage, c'est dans l'assiette et c'est en Bretagne. Et quand je parle de mieux d'élevage, c'est ici. Parce que je dis, il y a quand même des petites marges de progrès. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, en gérant mieux le pâturage. Alors moi, quand je parle d'herbe, c'est à la fois l'herbe fauchée, fanée, ensilée et tout. C'est pâturage. Quel que soit le mode de récolte, c'est bon pour la planète et la santé, il faut le reconnaître. Et pour le bien-être animal. Et ça mérite d'être valorisé, vous disiez. Oui, vous vouliez continuer votre question votre remarque. Peut-être, parce que je n'ai pas parlé de méthanisation. Vous avez parlé aussi de méthanisation. La méthanisation en Lozère, on a essayé d'y réfléchir. Il y a une dizaine d'années, vu l'éloignement entre chaque ferme, c'est quand même très compliqué d'avoir un modèle économique qui soit construit. Finalement, on a peut-être aussi bien fait de ne pas arriver à bout, parce qu'on n'aurait pas de quoi alimenter les méthaniseurs. Et encore plus quand vous parlez aujourd'hui, et vous avez dit une phrase, alors je ne la reprendrai pas exactement, mais en disant qu'on pouvait épandre des digestats sur des sols bien pourvus en matière organique. Je crois que là, vous avez donné la question et la réponse. C'est que ce qu'on ne veut pas, et ce que font certains avec des digestats, l'utilisation de digestats, c'est démunir ou appauvrir leur sol en matière organique. Et on a une chance dans nos territoires herbagés, c'est d'avoir plutôt des sols assez bien pourvus en matière organique. On a plutôt bien travaillé. Et donc, les pesticides, ce n'est pas trop le sujet de la Lozère non plus. Et donc, j'aurais préféré qu'on parle plutôt sur les signes officiels de qualité. Enfin, on a parlé de label, vous avez parlé de label. Vous y avez mélangé un peu la bio au milieu. La bio, c'est quand même un signe officiel de qualité. Ce n'est pas tout à fait un label. Et donc, dans les signes officiels de qualité, peut-être on ne valorise pas directement l'herbe, mais dans les cahiers des charges, tous les cahiers des charges de nos signes officiels de qualité mettent en avant l'herbe. Et sans herbe, on n'aurait plus de signes officiels de qualité. Et nos signes officiels de qualité permettent de valoriser les produits, donc quelque part nos pratiques et l'herbe. Donc je veux remettre un peu lozérifier un peu vos propos quand même, parce que... Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais j'alerte sur le fait qu'actuellement, il y a en émergence le fameux Ecoscore, et que s'il passe tel qu'il est prévu actuellement, c'est une catastrophe pour vos élevages. Alors qu'une alternative, c'est de mieux, qui s'appelle le Planet Score actuellement, c'est de mieux mettre en évidence, mieux prendre en compte les services que rend certaines formes d'élevage à la société, et les élevages herbagés deviennent mieux notés. Mais vous vous rendez compte, parce que finalement, le consommateur, il regarde ces scores, le Nutri-Score. Et moi, ça serait dramatique si les élevages du type de ceux que vous avez, qu'on peut certes améliorer, mais il ne s'agit pas de révolutionner, si on pouvait, s'ils sont mal pris en compte par l'éco-score. Je reviens sur la méthanisation. Maintenant, il y a des... Comment ? Alors, justement... Oui, mais justement... Est-ce que, Madame Valentin, vous auriez des exemples, est-ce que vous pensez que les consommateurs ont conscience de la qualité, notamment des élevages à l'herbe, dans ces signes de qualité dont vous parliez ? Est-ce que vous pensez que c'est visible et lisible ? Suffisamment, oui. Oui, on vous a piqué le micro. Parce que mes collègues veulent parler aussi. Oui. Vous m'entendez ? Si, marche. Oui, alors je pense que le consommateur est conscient quand il achète du fromage lozérien, de la viande lozérienne, des produits lozériens végétaux, des fruits lozériens, du système agricole dans lequel sont produits toutes ces denrées. Est-ce que derrière un signe officiel de qualité, le consommateur est conscient de la façon de produire ? Oui, je pense. Alors, est-ce qu'il sait exactement tant d'herbes ou tant d'engrais ou tant de... Pas d'engrais, c'est pas d'engrais, d'aliments du bétail, des kilos, etc. Je ne suis pas sûre qu'il en soit à ce degré. Mais par contre, il sait que derrière ce signe officiel de qualité, il y a une assurance de qualité de production et de sécurité de production. Ça, j'en suis vraiment sûre. Là où peut-être il est un peu moins aujourd'hui rassuré, c'est plutôt sur l'agriculture biologique, où il se rend compte qu'on lui faisait payer un produit cher et qu'il n'a plus les moyens de le payer. Enfin, ce cahier des charges, on le faisait payer un peu plus cher et qu'il n'a plus les moyens de payer. Donc du coup, alors, est-ce qu'il se désintéresse vraiment du bio ? Je ne crois pas, mais il n'a plus les moyens de se le payer. Et sur les produits SICO, hors bio, on arrive encore à trouver un équilibre entre la qualité du produit et le prix au consommateur.
ce qui fait qu'il se dirige un peu encore vers les produits SICO, mais de plus en plus vers les produits bas de gamme. Et vous diriez un trait un peu rapide en disant les produits bas de gamme, c'est plutôt les grandes surfaces. Enfin, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais vous avez dit l'industrie produit plutôt un produit un peu moins de qualité. Je serais un peu moins catégorique que ça quand même, puisqu'on arrive à avoir quand même des grandes entreprises aujourd'hui qui font malgré tout de l'utilisation de produits de base de grande qualité et qui arrivent à sortir avec des prix qui rémunèrent parce qu'ils en ont envie le consommateur, le producteur. Mais on a quand même une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui normalement devrait rémunérer au juste prix, c'est-à-dire au coût de production, avec un agriculteur qui serait rémunéré à 2 SMIC par mois. On peut quand même regretter vraiment massivement, et on le fait régulièrement, que cette loi ne soit pas mieux appliquée pour l'ensemble des produits, pas que pour la viande, le lait ou quelques produits, pour l'ensemble des produits. Et si on arrivait à faire ce coût de production qui serait retenu pour créer le prix final, je pense que là, le consommateur serait prêt à payer parce qu'il serait sûr d'avoir un produit de qualité au bout du bout, sachant que quand même, là, il y a les aides de la PAC, entre autres, mais des aides de politique agricole qui permettent d'avoir un prix au consommateur qui soit accessible. Parce que là, je reviens un petit peu sur les aides, on n'en a pas parlé. Les aides, elles sont versées que sous certaines conditions de production. Le paiement vert, enfin maintenant ça s'appelle l'éco-régime, mais le paiement vert, des bonnes conduites agro-environnementales, du bien-être animal, du respect de certains zonages. On a aussi ces aides parce qu'on travaille bien. Et ces aides, elles servent certes à mieux travailler pour le producteur, mais surtout à donner un produit accessible aux consommateurs. Et ça, le consommateur a tendance quand même un peu à l'oublier en disant ils perçoivent des aides, il faut qu'ils travaillent bien. Oui, on perçoit des aides. Si on les perçoit, c'est parce qu'on travaille bien. Et si on les perçoit, c'est aussi pour que notre produit coûte moins cher en coût de production, puisqu'on tient compte des aides. On va prendre d'autres questions peut-être et on pourra revenir à un débat global, effectivement. Donc, j'ai vu Louise, effectivement, monsieur et monsieur. Oui, moi, je voulais réagir plutôt globalement. Vous avez dit tout à l'heure que c'était multifactoriel le problématique. Et je trouve que le seul gros inconvénient que je trouve, les sachants que vous êtes et certaines politiques, c'est qu'on critique facilement l'agriculteur. Et mettez-vous un petit peu, juste un petit peu. Là, on est 3 ou 4 collègues, 5 plus peut-être, on a un peu rigolé quand vous disiez, parce qu'on préfère le prendre à la rigolade plutôt, parce qu'on ne préférerait pas. S'il y avait une centaine, 200 agriculteurs, mais vous vous rendez compte moralement comment on les met? C'est là où c'est que je pense que vous ne tenez pas compte de ça. On est l'agriculture. Alors, bien sûr, je suis d'accord qu'on a des choses à faire, on a des choses à évoluer. On est d'accord, on a peut-être du travail à faire. Mais quand vous regardez, vous nous dites des chiffres globaux, mondiaux, pourquoi pas encore, on aurait pu faire avec les Chinois, ils sont encore plus catastrophiques que les Américains, et encore plus catastrophiques que les Brésiliens. Mais à un moment donné, mettez-vous un petit peu à la place des agriculteurs français, un petit peu, et lozériens. À un moment donné, à force de critiquer, de nous critiquer, vous savez, comme vous nourrit matin, midi, à 4 heures et le soir, où on apporte et on essaye de faire au mieux notre travail. On est en train de démoraliser. Vous regardez ce qui se passe sur l'élevage de la viande. À force d'avoir écouté des véganes, des sachants qui nous disent qu'on mange trop de viande, c'est totalement faux. En France, on ne mange pas trop de viande. En France, on ne mange pas trop de viande. Oui, on mange trop de viande au Brésil. Oui, on mange trop de viande aux Américains. Mais nous, chez nous, on ne mange pas trop de viande. Donc, on mange de la viande raisonnablement. Bon, je vous laisserai. Mais par contre... Non, mais juste, et je veux quand même par rapport... je trouve qu'on est en train de dégrader notre savoir-faire. Regardez ce qui se passe par rapport... parce que là, quand vous parliez que c'était multifactoriel, le consommateur... Franchement, on prend la cerise. Un exemple tout simple. La cerise, au jour d'aujourd'hui, en France, on ne peut plus faire des cerises parce qu'on a interdit la molécule, très bien, bon, peu importe. Je parle de ça parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est très concret. Pourtant, de la cerise, au printemps, il y en a dans tous les magasins. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas de France. Elle vient de Pologne, d'Italie, parce qu'ils n'ont pas interdit cette molécule. Alors, à un moment donné, moi, je veux bien que les sachants
viennent nous donner des leçons. Et dans cette salle, il y a beaucoup plus d'autres que des agriculteurs. Et donc, c'est pour ça que je tiens à dire quand même, essayer de tenir compte un peu, les sachants que vous êtes, de tenir compte un petit peu de ce qui fait, comme l'agriculture, le modèle qu'on est. Quand vous parlez du modèle de l'herbe, la France, c'est le plus grand producteur d'herbe au monde. Donc, à un moment donné, par rapport au nombre de vaches qu'on a, à un moment donné, moi, je pense quand même qu'il faut relativiser un peu les choses et essayer de foutre à mal les agriculteurs français. Est-ce qu'on peut prendre d'autres questions En tout cas, l'idée de ce temps, cet après-midi, pour reposer un peu les choses, c'était d'essayer d'avoir des faits. Donc l'idée, c'est pas de critiquer un système ou un autre, c'est d'avoir des faits et de prendre conscience des contraintes qui s'appliquent sur chacun. Et qu'effectivement, aujourd'hui, vous subissez aussi, il y a un contexte mondial, il y a des évolutions des consommateurs, il y a des nouvelles lois, et comment ce sont des opportunités ou des contraintes pour les uns et pour les autres. Donc vraiment, c'était de se faire ce récap-là. Monsieur. Merci. Et moi, je vais être la même lignée que mon ami Olivier. C'est vrai que le début de vos propos a été assez dur pour nous à entendre. Alors peut-être que ce n'est pas votre objectif, mais enfin, c'est comme ça qu'on l'a compris. Et les faits, vous avez raison, il faut parler de faits. La France, c'est le pays qui a le système agricole le plus durable. Ça n'a pas été dit. Personne des deux interlocuteurs ne l'a dit. La Lozère est le département qui utilise le moins en France de produits phytosanitaires. Personne ne l'a dit. Bon, ça, c'est ces deux faits. Par contre, moi, j'ai très bien entendu, et à plusieurs reprises, parce qu'à la limite, on peut entendre une fois, on dit, bon, mais c'est pas fait exprès, mais à plusieurs reprises, il faut diminuer la consommation de viande. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce discours, on en a ras-le-bol de l'entendre. Pourquoi? Parce que vous êtes les gens qui donnent ce discours, ils sont les fausseurs de l'agriculture. La consommation de viande, elle ne diminue pas, et vous l'avez montré, la consommation de viande, elle ne diminue pas. La production, parce que les agriculteurs français, ils prennent ça de plein fouet, on a perdu 800 000 vaches en 5 ans à cause de discours comme les vôtres. La production de viande en France diminue. La consommation de viande ne diminue pas. Par contre, les viandes ne sont pas les mêmes. Ce qui fait qu'à cause de discours un petit peu comme les vôtres, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui mangent peut-être moins de bœuf, qui n'est pas forcément le plus polluant, plus de poulet, plus de porc, qui sont pour la plupart importés. Et ça, il faut le dire. Et donc, ces discours un petit peu faciles, parce qu'effectivement, quand on est rentré dans le détail avec vous, on a bien compris que le discours était plus complexe. Mais au départ, le postulat de départ, et celui que les gens entendent, et celui qui est malheureux, c'est qu'il faut diminuer la consommation de viande. Et ça, nous, on ne peut plus l'entendre. Il faut absolument qu'on arrête de dire cette chose-là. Il faut qu'on change notre consommation de viande, on est d'accord. Aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Et vous l'avez montré dans vos graphiques. Ils achètent moins de viande dans leur caddie. Mais ils en consomment tout autant parce qu'ils achètent plus de plats préparés, plus de produits élaborés, etc., etc. Et vous l'avez dit. Donc attention, parce que ces discours-là, ils ont un effet négatif pour l'alimentation, mais aussi pour l'environnement. Il faut faire gaffe contre qui on se bat. Comment mieux consommer de la viande? Louise Denisot, donc on a vu ce matin sur l'estrade. Merci. Moi, je voulais, là, on parlait plutôt production, agriculture, mais revenir un peu aussi sur le côté consommation. En fait, moi, j'ai bien aimé ce matin l'intervention aussi de Jean-Baptiste Amargé des fermes bio de Lozère, voilà, qui disait que au début, leur production, elle partait quand même à l'étranger, et maintenant, ils ont mis en place pour que la consommation, elle soit relocalisée. Donc, je pense que, enfin moi j'entends aussi tout ce que vous dites, mais en tout cas il y a quelque chose à faire. Toute la viande actuellement, par exemple, consommée en Lozère, ne vient pas de Lozère, alors qu'en grande partie, on pourrait manger de la viande de Lozère. Et donc aujourd'hui, ce qui est fait aussi dans le cadre du PAT, je pense, c'est de relocaliser en fait les consommations aussi, relocaliser à l'agriculture. Mais donc voilà, il y a tout ce travail. Moi, je travaille avec les cantines. Je pense qu'il y a plein d'autres acteurs ici. Qui travaillent avec d'autres acteurs, mais c'est aussi avoir ça peut-être en perspective, tant d'un point de vue des cuisiniers que des agriculteurs, d'essayer de faire en sorte que... Alors ça ne sera pas possible, hein, évidemment, il y a beaucoup trop de production de viande en Lozère pour que tout soit consommé sur place, on est bien d'accord, mais relocaliser au maximum. Et après, moi je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire... Il y a certaines productions qui sont possibles de faire en Lozère. Il y a des demandes de plus en plus importantes sur les légumineuses. Mais peut-être qu'il faudrait se questionner là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui... Voilà. Merci. Oui. Il y avait encore une réaction, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Justement.
Est-ce qu'on peut prendre d'autres questions? Et après, si vous voulez, pour garder vos commentaires, on pourra vous donner le micro. C'est une question. Oui, allez-y, madame. Donc, concernant la juste rémunération des producteurs, donc c'est à vérifier, hein, mais moi j'ai constaté que quand même beaucoup de jeunes maraîchers cherchent à s'installer et au bout de quelques années, ils abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas vivre de leur production. Donc, quelles sont les idées pour rémunérer les externalités positives de ces petits producteurs en maraîchage? Marie, vous avez des exemples? Ou Michel? En fait, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est la piste que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est déjà réussir à les chiffrer. Et les chiffrer, c'est réussir à faire évoluer nos modes de comptabilité. Du coup, c'est encore très expérimental. Il y a des tentatives qui se font, c'est ce qu'on appelle la comptabilité triple capitaux, qui essaye de pouvoir mettre la valeur derrière des effets positifs, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, qui sont générés. Et en fait, à partir du moment déjà où on peut les faire entrer dans la comptabilité et les chiffrer, c'est déjà une base d'argumentation pour dire on peut vendre mieux et donc tirer une meilleure rémunération des producteurs. Après, je n'ai pas d'exemple précis de ce qui peut exister au niveau territorial, mais est-ce que, par exemple, je sais qu'une forme de soutien à l'agriculture locale qu'on peut avoir dans la région de Montpellier, ça va être dans la mise à disposition. Alors, c'est pas de la rémunération directe, mais c'est de la facilitation sur des frais, sur la mise à disposition de terrain, facilitation sur des débouchés qui permettent pas de rémunérer mieux directement les producteurs maraîchers, mais en tout cas de leur faciliter l'accès à de l'activité et au développement de leur activité. Est-ce que vous voulez prendre le micro? Je garde le mien, celui-là. Oui, juste pour essayer d'amener, alors pas une réponse, mais un début ou un bout de réponse pour avoir un petit peu le retour de quelques maraîchers qui justement n'ont pas tenu le coup très longtemps. C'est souvent une question de travail qui a fait arrêter leur production, dans le sens où on a mal calibré le temps de travail pour la production et le temps de travail pour la vente. Et souvent, ces producteurs maraîchers avaient à cœur, quand ils s'installaient, d'aller jusqu'au consommateur. Et il faut tenir vraiment compte de ce temps de distribution, de vente, d'aller sur les marchés, de livrer. Et les exploitations, même si ce n'est pas beaucoup d'hectares, des fois c'est même moins d'1 hectare, il y a quand même beaucoup de travail et d'attention dans le maraîchage. Et quand on est sur un marché à 9h du matin, pour avoir ramassé les légumes avant, il faut se lever très tôt. Il faut aussi avoir pensé la veille à les arroser ou à les semer ou à les entretenir. Et ce calibrage du travail est une des... C'est pas forcément la rémunération directe de le produit. Le produit a à peu près la valeur qu'il faut. Mais voilà, on ne peut pas produire des grandes quantités parce qu'on calibre mal le travail et du coup, le revenu global ne suit pas. Bout de la réponse, c'est pas toute la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres réponses sur ce point? Ah, et d'autres questions également. Oui. Moi, je vais un peu changer l'idée là, parce que vous êtes sur le maraîchage, vous êtes comme ça. Il se trouve que je suis cossonard et sur le Cos, on a tout juste de l'eau pour nourrir les bêtes, voire nous rafraîchir nous, donc on fait autre chose. On fait de l'élevage. Et pas n'importe quel élevage, mais on essaye de le faire de qualité. Et je peux vous dire par exemple que je produis du lait, je le vends à l'industriel de Roquefort. C'est du Roquefort, ça fait autre chose, peu importe. Mais enfin, la qualité du lait, c'est ce qui nous est payé. Donc on essaierait de faire de la qualité. Et faire de l'herbe, on ne fait que de l'herbe, on ne fait pas du maïs, c'est sûr. Du moins, mais oui, c'est que de l'herbe. Et on a essayé de faire des produits de qualité pour dire de ne pas avoir des bituriques, des trucs comme ça. Et de ne pas être obligé, dans la récolte, de mettre des acides pour faire des conservateurs. C'est dans l'air du temps. Tout le monde dit c'est bien. Seulement, manque de peau. Si on essaye d'aller au mieux, on va un peu plus loin. On a essayé. Et on fait, pour certains du moins, d'aller dans le séchage en grange. Parce que vous parlez de luzerne, c'est très bon. On n'a pas besoin donc de faire venir le tourteau là-bas d'Amérique de je ne sais où. Et je pense que là-dessus, on était positif dans le bilan carbone aussi, si on le regarde. Mais ça semble tout simplement d'avoir été oublié dans l'affaire de
d'une année. Parce que, je vous donne un exemple que j'ai vécu et que je vis, enfin, ma succession pour l'instant. On était dans les 3 000 € de séchage en grange pour sécher toute l'année. L'année dernière, nous sommes passés, pas à 4, mais bien 3 fois plus. C'est plus viable. Donc, il vaudrait mieux acheter des pesticides, ou enfin pas des pesticides, mais des conservateurs, de la chimie, plutôt que de faire de la qualité. Alors, c'est bien, je vous dis, de venir nous donner des leçons et de dire il faut faire ceci, cela. Je préférerais qu'on nous amène des choses concrètes et viables. Parce que l'avenir de nos jeunes, on en installe encore ce matin, on était à la Chambre d'agriculture, on dit 50-80 cette année. C'est bien. Mais l'avenir de nos jeunes va dépendre des moyens qu'on met en place pour qu'ils puissent travailler décemment, correctement, et à un moment où on n'a plus personne qui veut travailler en France, il y en a quelques-uns au moins qui ont envie, qui puissent continuer. Ça, c'est un souci pour moi. C'est tout. Oui, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas un manque de volonté de faire la qualité, bien au contraire, mais il y a un levier financier qui est de plus en plus crucial. Complètement bousillés à l'heure actuelle. Il va falloir trouver des... Demain, on peut continuer à faire du mauvais produit. Mais à Lozère, on parle de bons produits, ça en fait partie d'un. Oui, mais on est mal parti. Il faut à minimal pérenniser ou développer effectivement avec les contraintes qui sont en train de Moi, je dis qu'il y a un croître. problème, il faut essayer de le résoudre, c'est tout. Ouais, ensemble. Donc, on pourra discuter peut-être effectivement sur les capacités d'agir des uns et des autres. Il y avait une autre question. Oui, moi je voulais revenir un petit peu sur ce qui a été dit, là, sur les produits locaux et les produits bio et le prix. C'est peut-être vrai qu'en grande surface ou dans les magasins, on trouve les produits bio relativement chers et que tout le monde ne peut pas se les payer. Mais je crois qu'il faut associer bio et local. Je fais partie d'une AMAP. Regardez les prix des légumes et d'ailleurs de tous les produits sur une AMAP par rapport aux produits qui sont dans les magasins. Ils sont quand même nettement moins chers et l'agriculteur est rémunéré. Je crois aussi à ce côté social, en fait, qu'il peut y avoir entre producteurs et consommateurs. Une AMAP est faite justement pour ça, pour relier les consommateurs et les producteurs. Je vous assure, quand vous allez voir un maraîcher, que vous allez voir son travail, après, vous ne regardez pas le prix qu'il vous demande. Parce que là, on voit bien le travail qui est fait. Et je crois que c'est ce suivi, ce lien qu'il y a entre producteurs et consommateurs, aujourd'hui, il faut le développer. Et je crois que c'est là vraiment l'avenir aussi d'une agriculture. Pour vous, l'avenir effectivement de la viabilité de l'agriculture, c'est à minimal circuit court pour qu'il y ait une prise de conscience du consommateur. Voilà, circuit court, et je parlerai même circuit ultra court. D'accord. Michel et Marie, il y a eu un certain nombre de questions. Je ne vous ai pas laissé répondre question par question. Qu'est-ce que vous voulez dire là avec toutes ces... Moi, je remercie monsieur et madame Devamp qui sont beaucoup intervenus. Alors, je précise que je ne suis pas un sachant, je suis un chercheur, mais je suis fils d'agriculteur. J'ai vécu et j'ai baigné l'haricot sur 10 hectares. Je sais ce que c'est l'agriculture et j'ai travaillé beaucoup toute ma carrière avec des éleveurs dans les Pyrénées centrales, en Aveyron et en Aubrac. Et j'étais hier, je vous dis, avec une centaine d'agriculteurs sur le bœuf fermier. Donc, je vais apporter un certain nombre de précisions, les points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec vous et ceux avec lesquels je suis d'accord. Les points sur lesquels je ne suis pas d'accord, je regarde à l'échelle française. Après, je reviendrai à l'échelle Lozère. À l'échelle française, l'élevage de ruminants, donc les vaches essentiellement, c'est 7,9 millions d'hectares de prairies permanentes qu'il ne faut pas retourner parce que c'est comme si on déforestait. Ensuite, il y a 3,2 millions d'hectares sur les 28 de la SAU française de prairies temporaires. Et elle joue énormément de services pour l'environnement, surtout sur le côté des légumineuses. Mais à côté de cela, pour les vaches, on utilise presque 4 millions d'hectares de cultures arables. Je ne parle pas ici, je parle en France. De terres arabes pour des céréales, pour des holoprotagineux. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce que j'ai dit, il faut conserver les prairies, absolument, et donc il faut que ça soit rémunéré, mais il faut réduire la part de terres arables. Ben après, non mais... Oui. Attendez. Alors, est-ce que vous pouvez juste laisser continuer parce que, en fait... On pourra en discuter parce que j'ai des connaissances là-dessus. Ensuite, je reviens sur la consommation. Michel.
Là, il y a des opinions différentes et c'est très bien parce que c'est en croisant les regards qu'on trouvera une forme de réalité qui convient. Non, Mais Souda le dit. alors, suis je disponible redis pour toute la tout le soirée, monde. si vous voulez. Je redis pour tout le monde la question de monsieur parce que vous n'aviez pas le micro. Donc en tout cas, la réaction c'était mais comment on fait pour engraisser les vaches? C'était ça votre réaction. Michel, allez-y. Eh bien, si on regarde les élevages allaitants en France, en moyenne, l'autonomie protéique, c'est de 85%. Il y a des élevages qui sont, y compris engraisseurs, à 95%, ceux qui sont à 75%. Simplement, ce que je dis, c'est de tendre vers le maximum. Une autre chose que vous avez dite, sur la consommation de viande rouge en France, moi, je ne suis pas végétarien, je ne suis pas végane. Ceux qui étaient avec moi ce midi ont pu le voir. J'insiste, ce n'est pas une opinion ce que je dis. L'ANSES dit un tiers des Français dépassent non pas les recommandations, mais le seuil de 500 grammes de viande rouge par un tiers. Il faut l'accepter, voilà. Mais le tiers, c'est bon. Oui, mais il y a pour un tiers. Non, mais c'est énorme, un tiers des Français. Non, mais je tenais à rectifier ça. Dites les chiffres que vous avez, c'est pas dans le micro, mais dites les chiffres que vous avez au niveau mondial. Les jeunes, les Brésiliens, les Américains. Oui. Parce que on fonde toujours ce qu'on dit. On donne comme exemple, voilà, les Américains, c'est les chiffres qu'on donne globalement. Mais regardez ce que nous on fait. Vous êtes excédé par ça. Je vous ai dit tout à l'heure quand les chiffres ont été présentés sur le monde entier, les États-Unis, je vous dis qu'en Europe, en France, nous sommes bien meilleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de progrès. Ensuite, ce que j'ai dit sur l'élevage, vous savez, à ce moment, c'est dramatique parce que la production de bœuf, de viande, baisse en France parce que ce n'est pas très viable économiquement et la consommation baisse peu. Donc on importe. Ça, c'est inadmissible. Oui, mais ça baisse. Et pour le poulet, c'est catastrophique parce que la production diminue et la consommation a augmenté de 40%. Donc ça, ce n'est pas acceptable. Et là, il y a une responsabilité des agences de l'État qui laissent faire les choses. Ils laissent faire, c'est pas normal. Parce que pour la santé et l'environnement, il faut accepter qu'il faut consommer moins, mais il ne faut pas importer. C'est un non-sens. C'est une politique qui est incohérente. Ensuite, je reviens sur l'élevage en Lozère. Je n'ai pas arrêté de dire aux éleveurs hier, et je le redis aujourd'hui avec force, que l'élevage herbagé, il est bon pour la planète, pour le local et la santé. Ce que je vous ai dit comme effort, et c'est peu connu du monde de l'élevage, c'est-à-dire des produits animaux faits à l'herbe, ça a une fonction anti-inflammatoire pour notre organisme. Mais je le dis. Hein, ouais. Mais ça, vous savez, c'est 35% du lait en France, brebis compris, ce n'est que 35% du lait. Et pour la viande, ce n'est que 20%. La finition. Après, il y a les problèmes de race. On ne va pas discuter là, mais en aparté, on peut discuter, parce que je suis disponible toute la soirée, si vous voulez, je suis là demain. On peut, mais je veux dire qu'il y a des marges de progrès, c'est tout. Et Marie, est-ce que vous aviez autre chose à ajouter justement par rapport aux remarques et questions? Moi, je vais juste... je ne suis pas spécialiste de l'élevage, donc je ne vais pas rentrer plus que ça dans le débat. Michel le fait bien. Moi, j'étais sensible à ce que vous avez dit sur vous êtes sachant, et le message que vous passez, etc. etc. Moi, j'ai envie vraiment d'insister là-dessus. Je pense que vous êtes tout aussi sachant que nous et que tout l'intérêt d'échanger des perspectives, et Claire l'a rappelé, c'est justement pouvoir se faire avancer les réflexions et que on est plus là les uns les autres pour se donner du recul et créer du sens ensemble. Et vous avez une connaissance de terrain que voilà, nous on n'a pas forcément. Nous on amène des perspectives d'ailleurs qui sont aussi qui permettent certainement aussi de nourrir les réflexions locales. Et j'ai bon espoir que ces temps d'échanges comme cela, ils permettent pas d'avoir une vision descendante sur on vous amène ça et c'est la vérité crue et dure. Alors voilà, du coup je suis trop désolée que vous l'ayez pris comme ça parce que vraiment c'est pas le but quoi. Vous le faites pas de problème pour nous. C'est dans la salle, il n'y a pas que des agriculteurs. C'est ça que vous faites. Est-ce que vous voulez bien que là c'est fini? Merci. Mais il faut vous trouver les moyens. Michel, ah ben non, il y a Marie qui n'est pas finie. Non, mais vous inquiétez pas, non, j'ai bientôt fini. Je voulais juste dire ça, vraiment. Je pense que et Michel propose de prendre des temps d'échange après la table ronde. N'hésitez pas à saisir l'opportunité parce que je pense que c'est vraiment là-dedans que réside voilà, l'importance de ces temps-là. C'est vraiment dans l'échange. Et puis, non, du coup, moi, je rebondirai sur la dernière intervention sur le local parce que je la trouve assez enthousiasmante et puis plus facile pour apporter un mot de conclusion là-dessus. Toute la perspective que ça amène en termes de recréation de liens sociaux entre producteurs et consommateurs, elle est fondamentale pour penser les transitions et pour remettre, ce que disait monsieur, l'alimentation dans toutes les valeurs qu'elle représente. Je pense que c'est vraiment dans ce genre de démarche que ça réside. Et justement, je rebondis, puisque vous êtes un territoire d'élevage, parce qu'il y a l'herbe, vous produisez forcément plus que ce que vous pouvez consommer localement.
Donc c'est ça qu'il faut faire valoir. Et moi, c'est mon propos. Ça n'empêche pas de dire globalement à l'échelle de la France qu'il faut faire, mais vous avez une spécificité. Mais ça, ce que vous produisez, ça ne peut pas être consommé. Il faut peut-être faire plus de fruits et légumes, ok, mais de la viande, il y en aura trop pour le territoire. Donc on sort du local, là. Il faut que vous arriviez à le faire valoir les qualités, les spécificités de l'élevage local, mais pour vendre pas localement. Et on Le parle local n'est pas d'ailleurs, tout. oui. Oui, c'est ça. Ouais. Alors justement, alors s'il vous plaît, je voudrais juste que vous demandiez la parole pour avoir le micro et ensuite il va falloir qu'on s'arrête. Donc effectivement, sur la partie rémunératrice, on a quand même un sujet depuis longtemps et on ne va pas le résoudre là, mais je veux quand même en parler. On a des bonnes pratiques globalement. Oui, on peut les améliorer et je pense qu'au niveau du Massif central, on a une vraie réflexion. Si vous étiez au colloque qu'on a organisé au moment du sommet de l'élevage, l'agriculture, et Sophie Pantel était là aussi à la table ronde, c'est-à-dire de faire le constat en fait qu'on a un élevage. Alors si on parle que d'élevage, parce qu'il n'y a pas que l'élevage, mais si on parle d'élevage, d'un élevage à l'herbe, plutôt vertueux, avec peu d'intrants globalement, puisqu'on est plutôt sur des prairies permanentes, voire des prairies naturelles, plutôt assez, où la flore est plutôt assez bien faite de façon à ne pas avoir recours à des tourteaux, enfin des protéines venant d'ailleurs, voilà. Donc ça, ce constat-là est intéressant, mais on n'est jamais arrivé à le valoriser mieux. Et à le valoriser, cette rémunération. Alors, est-ce que c'est à travers le carbone? Est-ce que c'est à travers les SICO? On l'a fait un peu, mais pas suffisamment. Est-ce que maintenant, on peut y aller à chercher des euros directement à travers le carbone? Pourquoi pas? Mais cette reconnaissance de l'existant, comme on le dit si bien chez nous, cette reconnaissance de l'existant, on n'a jamais pu y mettre une valeur reconnue dessus. Alors on pouvait la calculer, mais la faire reconnaître. On est complètement d'accord. Et ce sur quoi on s'engage au niveau du Massif central, c'est aller chercher quelques pistes d'amélioration, ou en tout cas de meilleures pratiques, pour justement, à cette occasion, et faire reconnaître l'existant, et faire reconnaître ce qu'on va améliorer. On avait ce jour-là Antoine Payon, qui est le secrétaire général chargé de la planification écologique auprès de la Première ministre. Et on a vraiment voulu insister là-dessus, parce que dans toute la planification écologique, on nous parle des progrès à faire, mais jamais de la reconnaissance de l'existant. et effectivement, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des atouts. Ce qui a été dit effectivement plus tôt dans la table ronde, Michel, c'est qu'effectivement, il y avait un enjeu de valorisation. Et ce qu'on va voir juste après la pause, c'est justement, là, on a parlé de pas mal de production et de vente, et on verra tout à l'heure l'aspect consommateur. Comment on fait pour accompagner des changements alimentaires qui sont favorables à l'achat de produits de qualité, notamment en Lozère. Robert Aigouin. Oui, je voudrais simplement, il y a deux choses qui ont été dites tout à l'heure. Vous aviez parlé de l'expérimentation d'un camion qui circule dans les... Alors, c'est dans l'Hérault. Alors, dans l'Hérault, on a des routes plates et on n'a pas le relief comme chez nous. Simplement, sur mon canton, il y a eu un essai qui a été fait et ça marchait très bien, sauf qu'au bout d'un moment, le coût d'entretien du camion a fait qu'ils ont arrêté. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être aussi cherché des aides des collectivités pour ce type-là, sur la rémunération et sur le maraîchage. Ce que je trouve dommage qu'on n'ait pas abordé aujourd'hui, c'est que on dit le maraîchage, ça prend du temps, donc il faut rémunérer peut-être des ouvriers, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, les aides qui sont consacrées à l'élevage ou aux céréales sont 100 fois plus importantes que celles qu'on donne au maraîchage. Et donc, si on ne rééquilibre pas les aides, parce qu'on dit rémunératrice, est-ce qu'aujourd'hui l'agriculture se rémunère seule sans les aides européennes? C'est la première question qu'il faut poser. Donc, ce que l'on pose, qui ne pose pas de problème pour l'élevage, semblerait poser des problèmes aujourd'hui sur le maraîchage. Ce qu'il faut savoir aussi sur le maraîchage, c'est que tous les départements de France, tous, même ceux qui étaient climatiquement les plus aptes à avoir du maraîchage, aujourd'hui sont en train de remettre en place le maraîchage parce qu'il avait été pris par des pays comme l'Espagne, comme les serres en Hollande ou ailleurs, ou des pays qui ont su faire des choses avec, comme le disait justement, l'utilisation de produits qu'on veut bannir chez nous, mais qui sont encore utilisés. C'est vrai, c'est un réel
c'est un réel. Il faut faire le progrès. Et puis peut-être, ce qu'on a peut-être parlé aujourd'hui, c'est l'agro-business qui fait que notre agriculture pâtit aujourd'hui parce qu'elle est entre les mains de multinationales qui font que notre projet à nous, c'est de relocaliser l'agriculture, relocaliser l'alimentation pour s'exonérer justement de tous ces mangeurs, je dirais, tous ceux qui vivent sur le dos de l'agriculture, quelle qu'elle soit chez nous ou en plaine. Donc c'est bien là que le projet d'alimentation du territoire en prend tout son sens, c'est relocaliser pour justement être serein dans l'alimentation que l'on va donner demain à nos enfants. On en a parlé ce matin et je trouve que ce matin c'était d'une hauteur importante parce que ça croisait tout. Là on a un peu dérivé sur la production, mais c'est normal, hein. On a des producteurs donc c'est normal que ça dérive un peu. Mais je crois que c'est un tout et il faut le voir dans ce sens-là. Okay. Donc effectivement, chacun a sa part à jouer et dans le projet alimentaire territorial, on verra qu'il y a aussi un rôle des collectivités pour aider à tout ça, à la rémunération, à l'accessibilité, à la qualité, etc. Merci beaucoup. Je vous propose un quart d'heure de pause. On se retrouve à 15h40 dans la salle pour la table ronde sur la sensibilisation des acteurs locaux.